chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. « 9h11 sur notre antenne et après ce merveilleux Mario Canonge, le carnaval version jazz, voilà, vu et entendu autrement, nous allons recevoir deux merveilleuses personnes en studio. On est donc le dernier jour du mois, mercredi 31 janvier, c'est le jour de la Gazette Chlordécone dans notre émission. On fait le point sur l'actualité, les informations, les actions, les événements, tout ce qui concerne donc ce sujet. Ça vous permet de vous informer et puis en plus ça tombe bien parce que j'ai l'impression qu'on est dans la semaine Chlordécone. On a Canary 2 qui est sorti, on a donc la chef de projet du plan Chlordécone qui est actuellement en Martinique, on a également l'exposition itinérante du Carbet des Sciences qui se fait connaître de plus en plus. Enfin voilà, ça tombe très très bien et nous allons pouvoir faire le point sur la place de la recherche scientifique donc concernant ce sujet. Alors quand on parle de recherche évidemment scientifique, on comprend bien qu'aujourd'hui, c'est l'occasion et l'opportunité pour mieux connaître, pour comprendre, pour savoir, pour élargir les savoirs. Et quand on dit toujours que le savoir est une arme, mais ça peut être aussi tout simplement un pouvoir d'action, pouvoir de décision. Ça peut être aussi l'occasion aussi, de supprimer, d'évacuer des idées reçues, aussi de fausses idées aussi qu'on a des fois sur un sujet. Et ça, c'est le bon côté de la science. Deux invités donc avec nous en studio. Elle est toujours là, c'est notre référente, c'est la consultante, c'est la doctorante en sciences humaines et sociales qui est avec nous, membre du collectif Debout contre Chlordécone. C'est Vicky Poulin-Catan. Bonjour Vicky. Bonjour Federica, bien bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, merci d'assurer encore ce petit rendez-vous d'information auprès des auditeurs, occasion aussi d'échanger, de les entendre et de relever, de collecter des questionnements qu'ils ont encore aujourd'hui sur le chlordécone et puis après de partir comme ça travailler dessus pour pouvoir leur apporter les réponses qu'ils attendent. Vous avez bien commencé l'année? Ah oui, sur les chapeaux de roue. Ouais, bon, vous avez le sourire. Bon, ceci dit, vous avez bien terminé votre année aussi. On reviendra là-dessus dans quelques instants. À notre droite, Guy-Albert Ruffin-Duhamel, doctorant en recherche clinique, innovation technologique, santé publique. J'avais l'habitude de le recevoir avec sa casquette J-Prom ce matin. Je le reçois sous une autre casquette. Bon, tout le monde l'en connaît tout. Ça, en tout cas, moi en tant que doctorant en recherche clinique, innovation technologique et santé publique. Guy-Albert Ruffin-Duhamel, bonjour. Et bonjour à toi, Erika, et bonjour à tous. Federica. Décidé. Merci d'être avec nous. Un petit peu de fatigue, non, c'est ça? Ouais. Début d'année, on est déjà le 31 janvier, vous vous rendez compte? On va dire ça pendant toute l'année, mais déjà le 31 janvier. Et tout le monde me semble épuisé. On a aussi du monde avec nous par téléphone. Violette Prignac-Merle est étudiante en maîtrise de criminologie. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Violette. On va faire la petite manip. Bonjour Guy-Albert, bonjour Vicky. Bonjour Violette. Bonjour. Merci d'être Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. J'étais très surprise de la maîtrise que vous faites, maîtrise de criminologie. On va pouvoir en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Vous êtes aussi accompagnée en face, toujours sur notre standard 63 23 23 par Justine Banegas. Bonjour Justine. Bonjour Federica, bonjour Vicky, bonjour Guy-Albert. Bonjour Justine. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en Master 2 de sociologie politique et toutes les deux, je dirais Violette et Justine, cette question et cette recherche autour de la chlordécone, ça vous intéresse. Comment se fait ça? On va commencer déjà avec Violette. Tout d'abord, c'est un dossier qui est particulièrement complexe, comme vous le soulignez à toutes vos émissions. Il y a plusieurs aspects, plusieurs pans, plusieurs spécialités autour de cette question du chlordécone. Et c'est vrai que quand on cherche à s'intéresser à un crime environnemental, comme c'est mon cas, finalement, le dossier de la chlordécone est très pertinent puisqu'il est assez documenté. On a suffisamment d'informations sur le produit et ça donne un terrain d'enquête particulièrement intéressant pour se pencher dessus. Et ça s'entend dans votre voix quand vous en parlez. Justine, pareil, je vous donne la parole sur la même question.
l'intérêt pour vous de ce sujet Oui, et de vos alors recherches moi, et le sens de vos sur recherches? le plan personnel, en fait, je suivais déjà depuis des années certains milieux militants en Hexagone. Et dans le cadre de mon mémoire, donc, je m'intéresse en fait aux associations et aux collectifs militants impliqués dans cette lutte autour du chlordécone. J'ai découvert des collectifs en Île-de-France qui militaient sur cette question. Et voilà, pour moi, l'objectif, c'était d'étudier ces scandales et la lutte autour de ces scandales qui ont été retentissants, mais qui en fait restent assez peu étudiés en sciences sociales. Il y a beaucoup de projets en sciences dites dures. Les sciences sociales rattrapent un peu leur retard depuis quelques années, avec de nouveaux projets qui sont portés par l'Université des Antilles, par l'Institut de la recherche sur le cancer. Donc voilà, c'était à ma petite échelle d'étudier ce volet-là sur le plan des luttes sociales. C'est une petite échelle qui va certainement plaire beaucoup à nos auditeurs parce que c'est aussi le sentiment qu'ils ont, une catastrophe, un drame, une tragédie énorme, mais qui ne touche pas les plus hautes sphères, les politiques, les universitaires, etc. Et que on laisse monsieur tout le monde, l'agriculteur, le commerçant, le petit exploitant, la maman, etc. face à ce problème. Donc je suis ravie de vous entendre, Violette et Justine, ce matin, de savoir que des chercheuses comme vous travaillent sur ce sujet et peut-être justement ça permettra de sensibiliser et d'intéresser les pôles, les plus grands pôles et les autorités. Pourquoi ce sujet ce matin, Vicky? Pourquoi justement s'arrêter sur la place de la recherche scientifique? Tout simplement parce que la recherche a une place primordiale qu'on ne voit pas forcément dans ce dossier chlordécone. On voit l'aspect sciences dures, donc effectivement trouver des solutions biologiques, chimiques, de dépollution, les corps, enfin voilà. On le dit pour que tout le monde comprenne aussi. Oui, n'hésitez pas à développer. Et donc effectivement, quand on parle de sciences dures, on parle de sciences qui vont toucher le biologique, la nature, le corps, la santé physique, la santé physique, les plantes, le sol. Exactement. Donc c'est là on parle de sciences dures, et puis on va parler de sciences molles ou sciences. J'aime bien, il y a Guilbert qui me regarde. Oui, on dit sciences molles. Je suis désolée, c'est pas tellement joli, mais c'est vrai, on dit sciences molles. Sciences dures, pourquoi ça passerait, pas sciences molles? Voilà. Donc les sciences molles, ce sont les sciences humaines et sociales. Sans jeu de mots, bien évidemment. En plus, c'est le seul homme au mieux. On va s'arrêter là. Donc oui, effectivement, ce sont les sciences humaines et sociales, donc qui vont avoir attrait à notre vie au quotidien, à ce que nous sommes, nous ressentons, les groupes sociaux, les individus, comment on va ressentir les choses, comment on va améliorer les choses pour chacun d'entre nous, comment on va accompagner les personnes. Donc il y a tout ça à mettre en place, et il est ultra nécessaire, j'ai envie de dire, que les sciences humaines et sociales s'en emparent aussi. Et notamment, par exemple, on prend le cas des dossiers en justice. Là, pour le moment, vous regardez le préjudice d'anxiété, par exemple, on en parle, mais c'est quelque chose qui n'a pas été retenu par la justice. Peut-être qu'à un moment donné, les sciences humaines et sociales venant en appui, on finira par le prouver. J'espère, en tout cas. Guy-Albert Ruffin-Duhamel, comment vous abordez la question? Je pense que quand on parle en fait de chlordécone en Martinique, on évoque déjà un problème écologique certain, puisqu'on parle bien de manière dure de quelque chose qui a eu lieu sur une période plus ou moins longue et dont la rémanence, la récurrence et le fait d'empoisonnement est encore perceptible et interroge encore à plusieurs niveaux de la science. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que derrière tout ça, il y a aussi des questions politiques, des questions juridiques, des questions de sciences dites molles, c'est-à-dire à travers l'anthropologie, la sociologie, mais voire même aussi la linguistique, comment on s'approprie ce mot-là aussi. Et je crois qu'on parle d'anxiété tout à l'heure, c'est Vicky qui faisait référence, quand on parle du préjudice moral dit d'anxiété, on parle déjà de mutation psychologique, comment cette population réagit dans ces tensions qui sont tellement importantes qu'elles vont même faire muter les identités et voire même certains discours. Donc je crois que c'est de manière polymorphique que je l'approche. Et je me dis aujourd'hui, la chlordécone n'est pas qu'un élément, je veux dire, de physique, n'est pas qu'un élément médical, mais un élément de société. Et c'est dans ce spectre social que la chlordécone est désormais devenue une vraie pathologie de société en Martinique,
et en Guadeloupe, puisqu'on parle de scandale aux Antilles françaises. Bah oui, c'est pas que la Martinique, hein, exactement. 9h21 sur notre antenne. On rappelle le numéro 05 96 63 23 23 à nos auditeurs. Nous en avons déjà qui sont là et qui patientent. C'est l'occasion pour vous, d'interroger, d'échanger, de confronter aussi vos questionnements, peut-être aussi vos ressentis, vos savoirs aux chercheurs qui sont avec nous ce matin en studio et par téléphone. Je vous donne la parole juste après ce petit message. J'y crois pas, mon Dieu! C'est bien toi? Ça fait tellement longtemps! Du lundi au vendredi dès 17h30 en télé sur Martinique la Première, retrouvez votre telenovela Une note d'espoir. Sol va danser à la place d'Erika. Trop vieille pour danser avec mon fils, voyons. Dans sa jeunesse, Sol a abandonné son rêve de devenir chanteuse de funk pour devenir évangéliste et épouser Carlo. Il y a des gens qui m'ont dit que je n'avais plus l'âge de monter sur scène. Vous êtes d'accord? Cependant, 20 ans plus tard, Sol reçoit une invitation à être choriste du chanteur en déclin, Louis Lorenzo. Danser dans le spectacle de Louis Lorenzo? Pas question. On va nous couper l'électricité, enfin. Une note d'espoir. Votre telenovela du lundi au vendredi de 17h30 en télé sur Martinique la Première. Écoutez ça. Bientôt le carnaval. À 9h23 sur l'antenne, on a vu finalement les motivations, on va dire, de cette émission aujourd'hui, mais aussi de vos travaux à vous, à chacun. On verra, on parlera de résultats et tout ça, mais j'ai envie déjà que pour que nos auditeurs puissent bien nous suivre, que vous nous disiez, que vous nous contiez aussi sur quoi vous travaillez et quel est l'angle précis que chacune et que chacun vous avez abordé. On va commencer avec Violette. On commence par le téléphone parce qu'on ne sait jamais s'il y a des coupures, des difficultés après de transmission. Donc, je suis désolée, ils ne sont pas là, mais elles auront la priorité. Violette, dites-nous un petit peu plus sur l'angle, l'approche que vous avez, comment vous travaillez sur cette question et surtout, qu'est-ce que vous en tirez? Alors moi, je travaille sur la question de la chlordécone d'un point de vue de la criminologie verte. Donc, qu'est-ce que c'est que cette discipline avec un nom un peu barbare? En fait, c'est la branche de la criminologie qui s'intéresse aux crimes environnementaux, c'est-à-dire aux actes, qui soient légaux ou pas, qui nuisent à l'environnement, à l'écosystème et à l'ensemble de la biodiversité. Spécifiquement, je suis dans une spécialisation de victimologie, donc c'est-à-dire l'analyse des victimes de ces crimes-là, d'où mon intérêt pour les victimes de la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Donc, vous fonctionnez comme... allez-y, excusez-moi. Oui. Donc, l'angle sous lequel je suis, c'est la question de la justice pour ces victimes-là. On cherche à regarder quelles sont leurs perceptions du crime, quelle expérience elles en ont, et quelles sont les attentes des victimes par rapport à la justice et la réparation. Vous savez que ce point-là, rien que ça divise encore aujourd'hui, c'était très fort avant, peut-être un peu moins, notre population. Certains considèrent qu'il y a crime, qu'il y a eu crime. D'autres considèrent que non, ils vivent très bien, qu'ils ont fréquenté, côtoyé ces produits et que il n'y a pas eu crime vraiment parce qu'on ne savait pas à l'époque, etc. Bon, comment est-ce je vous laisse... Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir aussi cette approche? Oui, exactement. Alors, pour qu'on parte d'un terrain d'entente tous ensemble, en fait, la définition qu'on prend en criminologie, c'est ça, c'est que le crime environnemental, il est défini dans cette discipline-là comme l'ensemble des comportements délictueux qui portent atteinte à l'environnement naturel, aux ressources naturelles et voire à la santé humaine, qu'ils aient été interdits ou pas. Donc c'est à partir du moment où il y a des conséquences qui ont été faites sur la nature, la biodiversité ou les corps humains, la criminologie verte part du principe qu'il s'agit d'un crime. Donc selon la perception des personnes impactées, le degré du crime peut jouer et peut varier. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce que les victimes ont à dire et comment elles se considèrent et comment elles naviguent avec cette expérience-là. Mais on est vraiment conscient que cette notion de crime est subjective et qu'elle est propre à chacun. Et c'est ça qui est intéressant de discuter.
Alors, là-dessus, je reviendrai et je reviendrai sur des points parce que je vois que ça suscite déjà des réactions en moi-même. Il y a aussi, quand on pense crime, on pense forcément atteinte à la vie, à la personne. Donc, je meurs, tu tues, tu es malade, etc. Exactement. Et on a du mal à aborder, à appréhender l'idée quand on parle du sol, de la contamination même des sols. C'est pas visible. Les plantes, elles poussent quand même. Les animaux, voilà, etc. Et les gens, pareil, la population a du mal à se dire, là, que c'est un crime contre la nature, contre l'environnement, donc contre l'humanité. Oui, exactement. Ouais. Et ces crimes environnementaux, puis c'est largement décrit dans la littérature scientifique, c'est qu'ils sont souvent considérés comme sans victimes, parce qu'en fait, on ne les voit pas. Donc, certains chercheurs, ils soutiennent que le crime environnemental, il a une nature abstraite et qu'on manque de victimes concrètes, identifiables. Ou du moins, par rapport à d'autres types de crimes plus traditionnels, les victimes sortent des typologies classiques, ce qui rend son analyse et sa considération particulièrement complexe et qui exige une subtilité dans l'analyse. Donc, en victimologie verte, comme vous l'avez bien dit, on cherche à élargir les victimes en considérant évidemment les individus, mais également les communautés en tant que telles, les espèces non humaines et l'environnement, également les générations futures. Est-ce que c'est cette recherche qui, pour nous, chez nous, sera un cas d'école, chlordécone sur nos territoires, peut aussi être bénéfique, on va dire, face à d'autres problèmes, d'autres fléaux, d'autres phénomènes aussi qui se sont produits, parce que c'est pareil, pour ceux qui veulent, on va dire, un peu amoindrir les choses, ils vous diront, oui, il y a eu le chlordécone, mais il y a aussi d'autres molécules. Il y en a eu d'autres avant, il y en a d'autres après qu'on utilise encore aujourd'hui. Oui, il y a le chlordécone aux Antilles, mais ailleurs en France, il y en a aussi d'autres. Est-ce que, vos travaux aujourd'hui peuvent servir aux autres causes ? Exactement. Excusez-moi. On considère que on penserait en fait que tout le monde soit exposé aux crimes environnementaux, indépendamment du genre, de l'âge ou même de la localisation, mais c'est pas vrai. Au niveau des études, on voit qu'il y a des schémas de victimisation environnementale qui reflètent des modèles plus larges d'inégalité. Et pour faire du sens avec ce que vous venez d'évoquer, en fait, on prendrait, dans mon étude en tout cas, la chlordécone. Je remarque qu'elle est une porte d'entrée pour aborder d'autres problématiques sous-jacentes à cet enjeu-là. Et elle permet d'aborder d'autres choses, de souligner d'autres enjeux, de souligner les causes de la chlordécone et les difficultés actuelles pour une réparation qui soit satisfaisante pour les personnes qui se considèrent victimes. Donc, la chlordécone, à mon sens, elle ne peut pas être prise seulement en tant que molécule, parce que comme ça a été dit tout à l'heure par Guy Albert, elle dépasse son côté seulement physique, elle dépasse ses propriétés sur les corps, sur la nature, elle devient sociale et cet aspect-là doit évidemment être pris en compte en plus de son aspect seulement de molécule. Merci beaucoup déjà Violette, et vous allez tous réagir aux propos de Violette. Justine, quand j'entends crime, forcément pour nous, pour le commun des mortels, qui dit crime entend procès, entend peine, on entend peine, réparation, j'ai presque entendu. On a envie effectivement, quand il y a eu un crime, qu'il y ait donc une réaction envers celui qui a commis ou contre le crime. Quelle est la base de votre approche à vous, Justine Balégas ? Merci Federica. Alors moi, ça rejoint un peu ce que vient de dire Violette. Je m'intéresse aux associations et aux collectifs militants qui sont donc impliqués dans cette lutte. Donc il s'agit de rencontrer les militants et militantes, de comprendre leur engagement, de participer aux réunions, d'écouter leurs motivations, d'étudier leur répertoire d'action aussi, les liens qui existent aussi entre ces différents collectifs, parce que la coordination est parfois difficile. Et dans une perspective politique, évidemment, leurs revendications ou tout simplement leurs demandes orientées vers l'État et notamment la justice, qui occupe une place très importante dans les débats, dans ces cercles militants.
qui utilisent parfois le droit, bien que ce ne soit pas la seule méthode utilisée sur le plan de la mobilisation. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre en fait comment ces militants peuvent se mobiliser sur le temps long, sur des années entières finalement, puisque c'est en faisant face à un mépris répété, des décisions de justice défavorables, jusqu'à un non-lieu, de réussir à tenir sur ce temps très long, en réinventant des nouvelles méthodes d'action, en essayant de rallier de nouvelles personnes à cette lutte, et de maintenir ce cap d'exigence de justice, en trouvant des solutions localement. Et une dernière dimension que j'étudie touche plutôt à la diaspora, parce que j'ai aussi suivi depuis un an les actions contre le chlordécone des associations de la diaspora antillaise en Hexagone. Donc j'étudie aussi les liens qu'elles entretiennent avec les associations martiniquaises, toute la coordination qui se fait et le travail en Hexagone aussi de ces associations qui prolongent cette lutte en Hexagone. Alors, je vous redonne la parole parce qu'en studio, voilà, surtout, monsieur. Non, je rigole. Non, en studio, ça veut réagir, mais au standard aussi, 63 23 23, ils veulent réagir, 9h32. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. En quoi et à quoi ces recherches peuvent-elles servir, Guilbert Duhamel, Ruffin Duhamel? Oui, je voulais juste rebondir sur l'aspect singulier quand même. On a une rupture du pacte républicain, on a une rupture de la continuité de l'État, on a une rupture du territoire, car la France, dans sa constitution, se déclare comme une et indivisible. Et on va voir quand même qu'en 1990, alors qu'une mesure est prise en France pour interdire l'usage de la chlordécone, qu'il y a une autorisation qui est donnée à des territoires, à savoir la Martinique et la Guadeloupe, à la demande de personnes. Ça veut dire que là où la chlordécone est interdite formellement en France, les producteurs et importateurs de bananes, de produits, effectivement avec peut-être un corpus lobbyiste, un corpus politique, vont obtenir des mesures dérogatoires prolongées jusqu'en, semble-t-il, 1993, à minima jusqu'en 2002 pour l'écoulement de ces stocks-là. Donc, moi, je veux interroger scientifiquement aussi cette rupture du pacte républicain. Ça veut dire de dire qu'à un moment, comment on considère ces territoires dans cette rupture? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce type de dérogations sont autorisées? Je ne rentre même pas dans la constitution du crime. Je suis vraiment très en amont. Je suis dans la citoyenneté des Français de Martinique et de Guadeloupe, qui, pour des raisons économiques, puisqu'on parle bien d'écoulement de stock, on parle également de continuité économique, peuvent, dans un produit où on a formellement fait la démonstration, là il ne s'agit plus de recherche, il s'agit maintenant de choses avérées, puisqu'on le sait. On a des exemples d'autres territoires, d'autres États qui l'avaient formellement interdit. Donc je crois que cette première recherche est une recherche, je vais dire, constitutionnelle. C'est-à-dire comment dans la Constitution, cela a pu exister, et qu'est-ce qu'aujourd'hui garantit que ce fait qui aujourd'hui pose tellement de problèmes de société a peut-être inspiré, au-delà des plans, des politiques publiques constitutionnalistes. Je crois que déjà là, il y a un vrai réponses problème. Parce que ces questions-là, je dis, même encore une fois, le commun des mortels le sait. C'est-à-dire que depuis certaines déclarations et informations qui ont été faites, les gens savent qu'effectivement, c'est interdit depuis les années 80. Ils savent après qu'il y a eu des dérogations. Ils savent après que le gouvernement a autorisé des planteurs ou des exportateurs ou des distributeurs à l'utiliser de nouveau alors qu'on le savait, etc., etc. Aujourd'hui, justement, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous, présent et au téléphone, notamment Justine Banegas ou Violette, est-ce que vous avez des réponses à ça? Mais c'est justement ou est-ce qu'on est encore simplement en train de gratter, en train de chercher, en train de... Oui, mais c'est bien ça la robustesse, c'est-à-dire est-ce qu'on oserait, est-ce qu'on peut avoir l'audace aussi peut-être de dire, de faire certaines hypothèses ou pas? C'est bien ça, le propre d'une recherche. C'est-à-dire la recherche part d'une hypothèse. Et cette hypothèse, avec une méthode scientifique, une méthode académique qui est suffisamment rigoureuse, permet aujourd'hui d'expliquer un certain nombre de faits. Et le crime, il est là. Bon, après, on reviendra dessus. Mais il y a déjà une recherche constitutionnelle, une recherche de ce qui est autorisé
et ce qui ne l'est moins. Vous avez vu qu'on l'a fait aussi pour les territoires d'outre-mer quand on parlait de la Covid, la crise Covid, où on disait voilà que il y a telle mesure pour le territoire national et les préfets des régions d'outre-mer pourront aviser comme ils l'entendent pour les territoires ultramarins, puisqu'on nous appelle comme ça encore aujourd'hui. Donc on voit bien que dans le mécanisme d'adhésion du pacte de citoyenneté, du pacte de république, de territoire dit des outre-mer à cette république, il y a un problème technique, un problème peuple à part, juridique. Territoire à part, traitement à part. Et c'est justement là où qu'on parle. Et là, on voudrait savoir pourquoi finalement on est si à part. Eh ben, c'est justement. Mais à part à notre désavantage, apparemment. C'est justement toutes ces questions qui sont embarquées dans cette recherche-là, qui n'embarque pas uniquement une recherche, mais heureusement qu'elle est là, et je remercie beaucoup mes collègues qui font cette recherche en écologie verte, en criminologie verte, mais aussi qui font des recherches en sciences dites molles, c'est-à-dire tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales, mais aussi un peu plus dur comme je mène à mon niveau, je suis en santé publique. Mais il y a aussi cette interrogation qui ne va pas porter que le cas de la chlordécone, mais un cas de trop. Et c'est peut-être là que j'aimerais peut-être avoir aussi la réaction de plusieurs autres chercheurs, car il faut vraiment comprendre que dès lors qu'on fait des dérogations qui sont de portée criminelle, on crée un état de droit, on crée un socle juridique sur lequel, effectivement, l'état de France uni et indivisible est forcément rompu en citoyenneté. C'est ce flou qui fait que dès qu'on parle réparation, tout de suite, tout le monde s'anime. Oui, en fait, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de zones d'ombre. Et on nous oppose souvent justement ces méconnaissances, ces trous béants, en fait, voilà, c'est ce qu'on nous oppose. Et oui, effectivement, ça ne permet pas la bonne compréhension de la problématique chlordécone dans son entièreté, et ça ne permet pas non plus les recours possibles. Et donc la matière scientifique, voilà. Et plus il y en aura à tous les niveaux, dur ou molle, pourra soutenir peut-être... Mais la nature, c'est la science n'a d'effet que si. Enfin, il faut bien comprendre quelque chose. C'est-à-dire que faire de la science, c'est produire des connaissances, en fait. C'est produire des savoirs et des connaissances. Des connaissances qui sont démontrées, qui sont suffisamment probantes et qui me donnent, en tout cas, quelque chose d'exact. En tout cas, relativement probant. Mais ça ne servira absolument à rien si derrière cela, il n'y a pas un agenda politique, un agenda juridique. Et c'est peut-être là où le juge n'est pas tenu de rendre la justice au nom de la science. Il rend la justice au nom du droit. Et malheureusement, dans les sources du droit, vous avez la loi, le règlement, la jurisprudence, la doctrine, l'usage, et j'en passe, mais vous n'avez pas la science. Ça veut dire que même quand vous avez effectivement des éléments scientifiques probants publiés dans un Lancet ou je ne sais quelle trop grande revue, ce n'est pas opposable au magistrat. Et c'est peut-être là où vous avez encore à cette schizophrénie de recherche. On fait de la recherche pour quoi ? On fait de la recherche peut-être pour dire aux gens de belles choses, mais d'accord, mais ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut traduire cette recherche. Et c'est là le rendez-vous politique. Pouvoir prendre nos travaux, se les approprier, les faire entre-gorge et les imposer dans le débat de société de manière à ce que ça crée des métamorphoses à tous les niveaux, y compris les métamorphoses judiciaires. Mais si elles ne servent qu'à les mettre dans des publications qui sont très, très, très bien, qui nous gratifient peut-être de quelques titres de chercheurs, elles n'auront aucun effet, malheureusement, c'est le cas, sur les populations actuelles. J'allais dire, et c'est toujours là où nous en sommes. Je laisse réagir Violette. Oui, c'est très intéressant, puis c'est absolument nécessaire de rappeler que la recherche, elle n'est pas faite pour être utilisée uniquement dans une tour dorée et à destination des chercheurs qui se disent entre eux. C'est pas ça l'objectif de la recherche, c'est de traduire une réalité sociale, une réalité qui est difficilement empirique autrement, pour qu'il y ait des actions concrètes, évidemment. Donc, nous, ce qu'on espère, en tout cas en criminologie verte, en victimologie environnementale, c'est, par ces études, de comprendre l'impact de ces crimes, dans le cas présent de la substance du chlordécone, sur la santé globale des populations, mais qui ne soit pas seulement physique, pour comprendre ces implications qui soient psychologiques, sociales, institutionnelles. On est là pour documenter les conséquences, identifier les besoins des personnes, des victimes, et pour participer à la recherche de réponses qui soient adaptées à leur réalité et non seulement pour produire de la recherche pour produire de la recherche. Justine Banegas.
Oui, tout à fait. Moi, je fais aussi le lien avec la question militante, parce qu'en fait, il y a des collaborations avec les chercheurs et les chercheuses. Il y a aussi des initiatives qui sont prises par les militants et les militantes eux-mêmes, qui créent, je pense au collectif des ouvrières agricoles empoisonnées, leurs propres enquêtes, leurs propres études, pour les faire remonter au niveau des collectivités et de l'État, qui se saisissent du droit. Donc il y a des liens et des initiatives de plus en plus pour qu'il y ait des résultats finalement, et qu'il y ait des actions politiques qui fassent suite. Et sur le plan des sciences sociales, sur le plus long terme, j'espère que ces études scientifiques aussi transformeront la manière, comme le disait Vicky, dont l'histoire est racontée à l'université, à l'école ou ailleurs, en racontant cette histoire finalement qui n'est pas à ce jour racontée et jamais racontée, en tout cas en partant de la voix des Antillais. Et la sociologie, c'est l'étude des sociétés. Donc voilà, donner beaucoup plus de place à l'étude des sociétés antillaises et à leur lutte. Vicky Poulain. Oui, effectivement. Donc, du coup, Justine m'amène effectivement sur moi, mon champ de recherche. Moi, je prends ce problème du point de vue de l'éducation. Moi, j'avance sur l'éducation des adultes. Et effectivement, il est absolument nécessaire face à notamment cet énième fait social en tout cas, on peut le qualifier de toutes sortes de choses. Je vais m'arrêter là. C'est quoi, de quel énième fait social ? Fait social marquant, criminel, colonial. On peut mettre plein de choses derrière. Mais face à ce fait social, cet énième fait social, il y a des traces qui sont là. Et puis, il faut qu'on sache effectivement les dépasser. Il faut qu'on sache transmettre les savoirs aux nôtres pour pouvoir aller plus loin. Il faut qu'on sache effectivement avoir les bonnes postures pour faire passer le message de façon impactante. Et donc oui, vous voyez, même sur le champ de l'éducation, oui, la recherche est nécessaire. Ouais. Et maintenant, l'idée, c'est de la mettre aussi à la portée, en fait, de toutes et tous, parce qu'on a bien compris qu'il y a deux, en fait, il n'y a pas deux phases, mais il y a deux tableaux. Il y a ce qui se passe à notre quotidien. On l'a subi, on continue à le subir. Le chlordécone est dans le sol toujours. En fonction de la recherche, on nous a dit que c'était 600 ans, d'autres 100 ans, peu importe, mais il est là, ou elle est là, il ou elle, d'ailleurs, on est toujours là-dessus, tu vois, à hésiter si on fait féminin ou masculin d'ailleurs. Certaines personnes, quand on est en période d'alerte, de sensibilisation, sont un petit peu, je vais dire, font attention un petit peu à comment ils mangent, à s'ils plantent, est-ce qu'ils vont examiner leur sol, et ils vont se demander la traçabilité des produits que j'ai utilisés, ou bien face à certaines pathologies, sinon, est-ce qu'on va pas insister un petit peu plus auprès du médecin pour faire une recherche, pour rappeler un petit peu l'historique de la famille, etc., etc. Et puis, si on arrête la sensibilisation, les gens se remettent à vivre. Parce que la vie, c'est respirer, c'est manger, c'est avoir des enfants, c'est s'aimer, c'est se transformer, c'est bouger. Et c'est pour ça que certains, quand même, réclament qu'il y ait, comme je dirais, un procès de cette histoire. Oui. Oui, mais avant de faire le procès, c'est-à-dire que le procès, il est là, on a bien vu qu'il y a plusieurs tentatives de plainte, il y a pléthore, et ça continue, et il y a même des malheureux qui en ont payé de leur liberté pour cela. Oui, je pense que les avocats font un travail magnifique, et je crois qu'en termes de responsabilité, en termes aussi de traduction de ce fait, qui on peut l'appeler, je ne sais pas si on peut le qualifier d'emblée de crime, je n'ai pas non plus la certitude, mais je pense que je laisserai mes collègues pour se prononcer sur ce sujet. Elle a dit. Oui, elle a dit, je peux pas. On sait, on savait le côté néfaste, on s'est interdit, machin, on le disait. Pour moi, en tout cas, je peux dire que c'est un crime, mais après ça se démontre différemment. Absolument. Mais je vais revenir sur d'autres types d'effets, parce que mis à part des effets physiques, des effets environnementaux, etc., qui sont malheureusement encore éloignés des consciences des populations. Les gens, maintenant, font de la chlordécone une autre traduction de société. C'est-à-dire la chlordécone est au cœur de tous les prétextes. C'est-à-dire vous allez demander aux gens, effectivement, pourquoi vous n'allez pas faire votre dépistage. Ils vont vous dire, de toute façon, c'est pas vrai que vous avez fait le dépistage. Chlordécone, jamais, non, c'est pas la peine. Les gens, aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les questions dans cette société qui est contrariée, cette société qui est sous tension, la chlordécone, au-delà même de son aspect environnemental, est une explosion sociale.
C'est-à-dire que c'est une société qui a explosé sous un prétexte, je veux dire, dans un espace qui n'était pas forcément décolonial. C'est ce qu'il faut retenir. Cette chlordécone est sortie de ce contexte environnemental et physique. Il revêt aujourd'hui la scélératesse, la discrimination, le mépris, l'arrogance et toutes ces traductions de société, c'est ce qui fait que cette société aujourd'hui va mal. Yo coupé RMIA, c'est chlordécone qui fait ça. Yo, moi pas voté, bah monsieur, c'est parce que chlordécone. Tout est devenu le fait de chlordécone. Et c'est cette métamorphose de société qui crée aujourd'hui un nouveau Martiniquais. Le Martiniquais chlordéconé dans sa prise de conscience de son rapport avec la France. Et c'est peut-être à ce niveau-là que le vrai débat se pose. On pourrait leur proposer tous les plans qu'ils ne vont pas lire forcément. On n'est plus dans ce rendez-vous de citoyenneté, on a un rendez-vous de justice sociale, on a un rendez-vous de dignité humaine, on a un rendez-vous de savoir Pouchi yo ka fait nous ça. Qui ça nous fait yo? Pouchi yo méchant comme ça. Voilà. Donc je crois que c'est toutes ces traductions de, si je veux dire scientifiques, que moi j'interroge dans ma thèse, parce que ma thèse travaille autour des tensions sociales, des tensions culturelles, des tensions identitaires, et j'ai vu des métamorphoses de Martiniquaises et de Martiniquais. Des gens qui, à partir du moment où ça a été révélé, politisé, médiatisé, transformé. Aujourd'hui, la chlordécone est une question polymorphe, si on veut se faire plaisir en termes académiques, mais elle est surtout une question de société, une question de désapprobation de la manière dont la France des Outre-mer, en tout cas la Martinique et la Guadeloupe, sont considérées. Et ce non-lieu n'a pas été traduit comme étant un non-lieu écologique, mais étant une exaction supplémentaire parmi tant d'autres, et ça interroge drôlement ce terrain explosif. Et ce que je crains, ce n'est pas l'état actuel des choses, c'est comment ça va se transmettre à ces générations futures en termes de résistance sociale, et qu'est-ce que ça va nous donner comme société dans les prochaines années, si ce n'est dans les prochains jours. Il y a une déontologie citoyenne qui a été bafouée. Voilà, complètement renvoyons bafouée. Tout simplement au mot d'ordre qu'on entend partout, dans les manifestations partout, c'est que notre humanité n'est pas négociable. C'est ça qui est en jeu, en fait, aujourd'hui. C'est exactement ça qui est en jeu. Elle était négociable de 90 à 93 jusqu'à 2002, et elle n'est pas réparable. Violette, la criminologue, qui acquiesce. Oui, je vous laisse. Oui, j'acquiesce parce que ça fait écho à mon cadre théorique pour parler vraiment en termes académiques, mais je suis dans la justice transformative, c'est-à-dire que c'est une forme de justice qui pense que rendre la justice passe par une approche bottom to top, c'est-à-dire des personnes lésées qui proposent et qui sont maîtres de la manière dont la justice est faite, rendue, et également plus loin de la réparation, si c'est ça qui est recherché. Donc on est vraiment dans cette considération de ce que les victimes ont à dire, comment elles le vivent, et c'est elles qui doivent être actrices de leur réparation. Donc tout ce qui vient d'être évoqué fait du sens là-dedans. Puis c'est intéressant parce que au cours des entrevues que j'ai pu mener avec des personnes victimes, on se rend bien compte que pour beaucoup, la justice a un sens très, très, très cynique finalement, parce qu'il y a une désabus. Les gens sont très désabusés, les victimes n'y croient plus, et pour elles, la réparation ne peut pas passer par les tribunaux qui les ont déjà tant déçus. 9h49, merci à vous. On va marquer une courte pause. On rappelle que le 63 23 23 reste ouvert. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre petite pierre, votre feuille, votre branche à notre échange ce matin, à notre conversation. Le scandale donc de l'utilisation de la chlordécone sur nos sols a-t-elle, selon vous, modifié notre société? Comment a-t-elle modifié le Martiniquais et la Martiniquaise? On le dit bien en dehors, du point de vue de la santé. On parle des cancers, on parle de pas mal de choses aujourd'hui. Il y a pas mal de pistes où on sent que on va vers des confirmations quand même et des validations. Mais au niveau même de la mentalité, de comment le Martiniquais se sent, sa place dans la société, sa place vis-à-vis de la France, etc. Vous, quel point de vue, quelle réflexion vous avez sur cet angle également? 63 23 23, je donne la parole après ce petit message. Avant les jours gras, retrouvez Martinique la première en direct des parades carnavalesques. Et ce samedi 3 février, de 15h à 18h, en radio et sur le web, le Carnival Run avec Renaud, et dès 19h, en direct de Fort-de-France, la Batafe avec Michael.
Carnaval 2024 sur Martinique la Première. Martinique la Première, c'est vous. Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. 9h51 sur notre antenne. Je répète encore le scandale de la chlordécone, de l'utilisation du chlordécone ici en Martinique, alors qu'on connaissait ses effets néfastes sur la santé, sur nos sols, sur nos productions, sur par cas les pêches et cribichons encore, même s'il y en a des monde qui fait encore. Mais bon, la majorité des gens ne le font plus. En tout cas, l'angousla, nous, moi, j'ai une café, mais nous, parce que nous, a dit, ouais, la mais agro. Ça va pas passer par là. Nous passons à côté des hôtels, la mais agro. On mange encore les oursins à 90 €, 80 € les chadrons, la mais agro. Mais en tout cas, voilà, sortons de ça. En quoi et comment, selon vous, eh bien, ce scandale a modifié la société martiniquaise et le Martiniquais? On va au 63 23 23, Maëva. Et on démarre avec Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane. Et je dirais à la Guadeloupe et à la Martinique, ouvrez grand vos oreilles, ce que nous sommes en train de dire est plus qu'intéressant. Alors, le monsieur qui est intervenu là, j'ai pas pris mémorisé son nom. Alors, j'ai eu plaisir à entendre des mots de sa bouche. Rupture de la continuité de l'État et faire rendre gorge à la justice qui n'a pas l'habitude de considérer, il considère ça de très loin. Et même j'ai vu des magistrats méprisants vis-à-vis du fait scientifique. C'est leur martyrisme intellectuel qui est l'importance. Le fait scientifique, c'est pas vrai. C'est qui aille. Bon, voilà. C'est leur attitude à certains. Bon. Alors, on dit qu'il y a eu crime et j'ajouterai derrière qu'il y a eu vol et pillage. Pourquoi? La Martinique, pour satisfaire en eau toute la Martinique, et d'après l'eau qu'on met dans les tuyaux, c'est 40 millions de mètres cubes d'eau. Et les besoins réels de la Martinique, d'après les compteurs d'eau des particuliers et des entreprises, c'est 20 millions de mètres cubes d'eau. L'argent des tuyaux a été distribué aux actionnaires des sociétés de services. Voilà. L'État régalien ne s'est pas occupé de l'eau alors que c'est sa prérogative. Voilà. J'ai pas fini. Prenons l'exemple du secteur Lorrain-Vauclès. J'en ai déjà parlé et je vais vous offrir une solution différente. À savoir que ce secteur, c'est environ 11 millions de mètres cubes d'eau par an, mais avec 50% de perte. Si vous réduisez drastiquement la perte, vous n'aurez besoin que de 6 millions de mètres cubes d'eau, et avec le système de traitement de la chlordécone, vous traiterez mieux l'eau, et il y aura déjà un peu moins de chlordécone dans l'eau distribuée. Là-dessus, on peut ajouter d'autres solutions. Au Chili, les gens, ils ont inventé un système pour récupérer l'eau des embruns, ce sont des filets. Et ces filets, c'est rien d'extraordinaire, c'est apparenté aux filets de pêche en polypropylène qui est insensible aux ultraviolets. Et ces filets, vous les mettez sur une colline et l'eau s'égoutte en bas du filet. C'est tout bête, tout simple, d'une simplicité étonnante. Dans le meilleur des cas, vous recevez entre 20 et 40 litres par mètre carré de filet. Dans le meilleur des cas, c'est pas tous les jours. Et puis, bon, si on compte que 2 ou 3 litres par mètre carré, si vous avez 1000 mètres carrés, vous aurez 2 ou 3 mètres cubes. Voilà. Et si nous avons un système collinaire dans la façade atlantique où les embruns arrivent, on peut produire de l'eau très pure, exemple de chlordécone, et introduire une partie de cette eau dans l'eau de distribution. On abaissera encore le taux de chlordécone. Voilà. Et je laisse la parole aux autres. Je ne vais pas trop vous ennuyer avec les solutions techniques, mais elles existent, elles sont là, à notre portée, et pas si chères que ça. Bon allez, bonne journée, au plaisir. Merci Gérard, c'est des informations pour vous, Vicky. Oui, bien sûr, on prend note, effectivement, parce que de toute façon, le but c'est de trouver des solutions. Nous Adam, mais il faut que nous gardions pour sortir Tibrin pour continuer à vivre aussi.
Et il faut aussi cette partie plus concrète également. Étienne, il a raccroché. Étienne souhaitait réagir. Je vous rappelle qu'en ce moment, justement, Edwige Duclé, il est là, Étienne. On va lui redonner la parole. Elle est actuellement en Martinique. On rappelle, c'est elle elle a été nommée pour diriger donc ce projet, un plan chlordécone. Elle est actuellement chargée par le ministère de la Santé et des Outre-mer et chargée de la coordination de ce plan chlordécone où, plusieurs personnes sont invitées, notamment, à faire leur chlordéconomie. Étienne, bonjour Étienne. Bonjour Étienne. Bienvenue. Voilà, je rappelle parce que j'étais dans la voiture et je crois que quand on est dans la voiture avec la radio, ça fait des heures. Je suis descendu. Super. On vous entend très bien là maintenant. Allez-y. Voilà, c'est gentil. Allez-y Étienne, on vous écoute. Voilà, alors je suis un petit peu sidéré de voir ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'ai été, parce que j'ai entendu beaucoup d'émissions qui passent, qui disent qu'on peut se faire dépister pour voir si on a le chlordécone. J'ai été voir mon médecin traitant, il m'a donné une prescription, j'ai été au laboratoire. Et j'ai été surpris de voir cette semaine, je reçois une facture de 70 € pour payer, non pas un laboratoire de la Martinique, j'ai été à un laboratoire de la Martinique, mais qui partait en France. Et on m'a demandé de payer ceci qui est non remboursable. Alors qu'on nous disait qu'on pouvait aller dans n'importe quel laboratoire en disant, voilà, je l'ai fait un prélèvement de mon sang pour voir si le chlordécone. Alors je dis que, comment on nous couillonne, nous sommes vraiment couillonnés par ça. Alors les deux là qui sont avec moi en studio vont pouvoir réagir et nous dire comment Guy-Albert Ruffin, Vicky Catan-Poulain. Aujourd'hui, les tests sont-ils payants ou pas ? Non. Non. De façon très claire, aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'ordonnance de votre médecin. Et vous allez directement au laboratoire et vous demandez à faire un test de chlordéconomie. Et normalement, vous avez juste un document à remplir et tout est fait et vous ne recevez pas de facture. Mais voilà, j'ai fait tout ce que vous dites là, je l'ai fait au laboratoire. Et aujourd'hui, ça fait 2 jours, j'ai reçu une facture qui sort non pas de la Martinique, mais qui sort de France. Oui, puisque de toute façon, c'est pas fait ici. C'est pas fait ici, et on me demande 70 € à payer. Est-ce que, est-ce qu'il y avait vous aviez qu'un examen, vous n'aviez qu'un examen, Étienne ? Oui, un examen. Est-ce qu'il y avait plusieurs examens Il y avait plusieurs examens sur le dossier, mais c'était l'unique, c'était celui-là. Oui, c'était celui-là qu'on m'a fait payer. Et vous avez payé ? Oui, mais je veux payer parce qu'il faut... Vous n'avez pas encore payé. Vous n'avez pas encore payé. D'accord. Et les résultats, ils vous les ont remis, non ? Non, ils ne m'ont pas encore mis le résultat. Vers qui peut-il se tourner, ce monsieur ? Parce que... Biologiste, celui qui l'a vu et qui a fait le prélèvement. Donc, demander des explications sur pourquoi il a reçu cette facture. Déjà, cette facture de laboratoire en France hexagonale, il ne connaît pas ce laboratoire, il n'est pas client, il y a quand même le libre choix sur le laboratoire. Normalement, c'est le laboratoire comme si ce serait le laboratoire en Martinique qui devrait recevoir la facture et lui présenter au client. C'est pour ça que je pense qu'il y a forcément, c'est très simple, monsieur, vous ne payez absolument rien. Et vous allez voir le biologiste. Et vous allez voir le biologiste avec. Hein ? D'accord. Merci, je vous remercie. Merci. J'ai reçu cette semaine. Ça tombe très bien. Peut-être que vous ne serez pas le seul dans le cas, donc c'est très bien que vous ayez appelé ce matin. Là où le bas blesse, c'est-à-dire que nous avons entendu beaucoup de gens qui disent qu'on pouvait aller dans un laboratoire, on dit voilà, je suis venu voir le tout de mon sang, et actuellement j'ai demandé au médecin, mon médecin de le faire une prescription pour moi, et alors je trouve que je dois payer 70 € pour ça. Je trouvais ça un petit peu... Alors, si je vois il y a beaucoup de gens comme moi payer 70 €, alors on se demande comment est-ce qu'on ira. En tout cas, apparemment, c'est pas le dispositif. Donc surtout, on le dit ce matin, si vous êtes dans cette situation, ne payez pas. Merci à vous d'être venu ce matin, Guy-Albert Ruffin Duhamel, Vicky Poulain-Catan, Violette Prignac-Merle et Justine Banégas. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous par téléphone sur vos recherches. Et sachez que le rendez-vous, c'est tous les jours. Enfin, c'est toujours à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez avec nous et avec nos auditeurs. Très très bonne journée à vous. Merci Federica, merci à tous. Merci à vous. Très bonne journée. Merci Federica, merci à vous. Il est 10h. Au revoir. Merci, au revoir. Et venu soutenir les agriculteurs sur le à
Je crois que France Inter a un petit souci de transmission, comme quoi on aurait pu continuer. Ça vous laisse une petite 30 secondes pour conclure, justement, de conclusion, Guy Albert Ruffin. On a un petit peu de temps. Oui, parce que je vous disais que si on peut vraiment conclure, c'est qu'il y a quand même des apports de l'État, il y a quand même des choses qui se font. On n'est pas immobile, on est au 4e plan chlordécone, ça a vraiment du sens parce que ça permet quand même de mobiliser des fonds. Il ne faut pas non plus dire qu'on ne peut pas y avancer sans fonds, y compris la recherche. Donc, mais il y a quand même pour moi quand même des choses encore à interroger dans ce plan chlordécone 2021-2027 où on a quand même 92 millions d'euros, je dis bien 92 millions d'euros, et on a quand même 28% de ces 92 millions d'euros dédié exclusivement à la recherche. Mais je crois que peut-être ça va, parce que ça avance, ça donne des perspectives, ça permet aussi de pouvoir ancrer la thématique dans des vrais dialogues et dans de vraies questions scientifiques. Mais il manque quand même, à mon sens, un petit volet sur l'accès au droit. Et quand j'entends ce témoignage de ce monsieur qui reçoit quelque chose et qui appelle sur une antenne pour pouvoir poser la question « Qu'est-ce que je fais de cette facture ?», je crois qu'il n'est pas non plus à exclure un accompagnement social et un accès au droit pour les personnes, notamment les plus vulnérables, dans un contexte de société aussi dramatique. Vicky Catin-Poulin, une petite conclusion. Alors moi, effectivement, on ne peut pas être contre le plan chlordécone. Je vais dans le sens de Guy Albert Ruffin de Hamel. Il faut effectivement saluer déjà cette ouverture du plan chlordécone, peut-être utiliser différemment et mieux les fonds, de façon en proposant des choses plus adaptées à nos réalités, plus adaptées aux besoins sur nos territoires et pas forcément faire quelque chose de toujours descendant depuis l'Hexagone qui ne connaît pas nos réalités. Alors l'émission est terminée, mais on avait un auditeur en attente. On va garder une petite minute encore pour lui. Claude, bonjour. Oui, bonjour Frédérica et bonjour les invités. Bonjour Claude. Bonjour. Alors je voulais vous dire que moi j'ai travaillé toute ma vie dans les bananes sur le Lorrain. J'ai fait un test, ça fait 2 mois. C'est le médecin qui m'a envoyé faire ça. Après, c'est la seule chose que j'ai reçue, c'est une dame qui m'a appelé, elle m'a demandé qu'elle passe chez moi pour voir les tests que j'ai faits. Alors je lui ai demandé qui c'est qui lui a dit ça et il m'a fait comprendre que c'est de la métropole que c'est sorti, on l'a envoyé. Elle est venue regarder qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ai fait ici et où ça. Mais ça, c'est un petit détail. Mais lorsqu'on me dit que les gens ont des fleurs d'école, oui, j'ai travaillé dans les bananes, j'ai passé tous les produits, surtout dans les bananes. Mais là, je peux dire que Dieu merci, je n'ai pas de taux de fleurs d'école assez haut. Merci Seigneur. Mais lorsque j'entends les gens dire qu'ils ont fait des trucs, on leur fait payer, ce qu'ils payent, c'est eux qui veulent payer. Parce que normalement, on ne paye pas ça. Le médecin vous a donné un bon pour aller faire, vous faites, c'est gratuit. C'était gratuit pour toi, voilà quoi. Oui. Il n'a pas payé, mais bon, apparemment, alors je ne sais pas si ce sont des personnes malveillantes, si c'est une arnaque, voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, on lui a dit de ne pas payer, de ramener ce document donc au laboratoire, de demander pourquoi, et puis peut-être, si Étienne nous écoute encore, tu sais que nous sommes là tous les jours, il y a l'avocate le jeudi, il y a l'association des droits consommateurs qui est là le mardi, voilà, donc n'hésite pas, il y a des médecins aussi, donc tu n'hésites pas à nous rappeler, Étienne, pour nous dire ce qu'il en est et ce que t'a dit le laboratoire finalement. En tout cas, Claude, merci pour ton témoignage et ça vient conforter et rappeler à Étienne, non, c'est pas payant quand on fait ces tests-là. Merci Vicky, on se retrouve donc en fin février, certainement, si le sujet, on trouvera encore d'autres angles pour l'aborder. Oui, et j'ai l'impression que l'angle des solutions intéresse toujours beaucoup nos auditeurs et cette approche que vous avez eue ce matin, qui a rarement été abordée, justement, osez dire aussi tout simplement qu'à un moment, le Martiniquais se dit au fond, même si ce qu'il dit, mais il le dit pas, mais on s'est foutu de notre gueule. Et pourquoi ? N'hésitez pas à revenir pour nous continuer à nous informer là-dessus. Merci à vous deux. Il est 10h05.